Voilà, alors Nadia Boucharenc, à Salon de Provence, vous vous occupez des associations patriotiques. Oui. Vous pouvez-vous un peu vous présenter? Eh bien, depuis 2002, c'est-à-dire ça fait 7 ans que j'ai pris la présidence du comité de coordination des associations patriotiques. À Salon, nous avons quand même une vingtaine d'associations patriotiques. Bien sûr, il y a des associations qui ne sont pas forcément d'anciens combattants. C'est pour ça, quand je suis arrivée, j'avais changé déjà les statuts qui étaient le comité de coordination des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Et comme on a beaucoup d'associations qui ne sont pas forcément anciens combattants, mais patriotiques, comme les militaires, les officiers de l'armée de l'air, les sous-officiers, on a des amicales, on a le Souvenir français, donc toutes ces associations sont patriotiques, mais pas forcément anciens combattants. Alors on a changé un peu les statuts pour que ce soit plus conforme donc à ce qui existe. Voilà, concernant ces associations. Une vingtaine d'associations. Donc il y a beaucoup d'associations spécifiques pour certaines catégories de militaires ou d'anciens combattants. C'est pour ça que dans une ville comme Salon, on peut avoir un comité de coordination, c'est-à-dire pour essayer de coordonner, préparer les cérémonies patriotiques, enfin. Et quelque chose là, sur le comité Jean Moulin quand même, parce que c'est Salon. Et là, depuis le décès de Bernard Bermond, c'est donc monsieur François-René Cristiani, qui est un fils de résistant, qui a pris la présidence, mais il habite dans le Var. Et il a voulu évidemment continuer là, ce qu'avait fait Bernard Bermond à Salon, là. Et tous les ans, le 27 mai, donc c'est Jean Moulin, au mémorial Jean Moulin, qu'on fait la cérémonie. Et cette année, donc, c'était lui le président. Et je trouve qu'on n'a pas assez parlé des Salonnais. Vous voyez, il a fait des réunions, il a fait venir les gens de Marseille, il a fait venir... Alors, là, il y a un comité de coordination à Salon. On a été complètement ignorés, complètement ignorés. Il a fait tout ça, il a fait venir des enfants, alors que moi je lui disais, pour les enfants, c'est surtout les classes de CM2. C'est leur programme, la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait une conférence à Marseille, là-bas, en 2004. Elle a été très bien acceptée par les enfants. Ils m'ont fait des questions, ils m'ont posé des questions très pertinentes. Mais des enfants, il y avait 2 classes de CM2, une classe de CM1. L'année dernière, c'était à Salon, à l'école de la gare, avec Madame Chantelès, là, qui m'avait téléphoné. Donc j'y suis allée avant la cérémonie du 27 mai. Là. Et là, les enfants, c'était pareil, ils m'ont posé des questions, c'était très bien. Ils sont tous venus au mémorial l'année dernière. Et finalement, cette année, ils n'ont pas écouté, ils ont fait venir des collégiens, il y en avait plein, Charles Trenet, amenés par des cartes, tout ça, mais des collégiens et des lycéens, mais qui n'étaient pas du tout motivés. Moi, je les ai vus, ils étaient trop jeunes. Mais pas trop jeunes, parce que les CM2 sont plus jeunes, ils sont 10 ans, 11 ans, tandis que les collégiens, justement, sont des adolescents et qui n'étaient pas du tout... alors, je leur avais dit, ils n'ont pas écouté, on n'a pas été écoutés, on n'a pas été consultés. Alors je trouve qu'il faudrait, d'ailleurs je l'ai dit au président, à Cristiani, je lui ai dit, parce qu'il y a plusieurs personnes d'ailleurs du bureau, moi je suis secrétaire général adjointe, mais avec Agostini, mais ceux du bureau, ils veulent tous partir. Donc ce serait dommage, c'est pour ça que j'en parle, parce que ce serait dommage que quand même ce comité, on a le mémorial à Salon, mais je pense qu'il faudrait tout de même un peu consulter les Salonnais, voir un peu les anciens combattants de Salon, et non pas, ils ont déposé des gerbes. J'avais dit, moi, que l'année dernière, déjà, il y avait le président du comité départemental qui habite Arles, qui n'est pas du tout salonnais, mais qui a déposé une gerbe. J'avais dit, il aurait dû déposer au moins
avec nous, avec les Salonnais, avec moi en tant que comité. Eh bien non, il a pris un Marseillais, qui n'avait rien à voir d'ailleurs, pour déposer la gerbe avec lui. Vous voyez, des choses comme ça, qui sont des détails, mais des détails qui comptent. Il faut, donc c'est pour ça que je voulais vous parler de devoir de mémoire. Vous voyez, il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas tout à fait normales. Voilà. Quand vous me parlez de mes projets. Oui. Quand il y a, je le dis un petit peu toujours, parce que ça existe à Salon aussi, mais enfin, ça a son utilité, d'accord. Mais souvent, quand on forme un groupement d'anciens combattants dans les petites communes, les villages, ils ne sont pas assez nombreux pour avoir des associations spécifiques, donc ils forment un groupement d'anciens combattants. À Salon, on en a un. Et enfin, c'est bien, il a son utilité. Voilà ce que je peux dire sur les associations telles qu'elles existent à Salon. Voilà. Et évidemment, ça demande du travail, mais pour faire partie du comité de coordination, donc ce sont les présidents qui représentent leurs associations. Voilà. Et je suis présidente de 2 associations, c'est-à-dire l'ANAI, l'Association nationale des anciens d'Indochine et amis du souvenir indochinois, et puis une association qui m'est très chère, Serein et Danube, parce que forcément, après mon parcours, enfin dans mon village natal là-bas, qui a eu beaucoup de résistance dans le Jura, je me suis engagée dans la première armée française et j'ai fait beaucoup pour cette association de la Danube avant d'être à Salon déjà, parce que j'étais à Rouen et j'étais présidente là-bas à Rouen. Voilà. Oui, mais comme je viens de vous le dire, là, ce sont les présidents des associations patriotiques qui représentent leur association. Donc c'est comme toute association de loi de 1901, on a un bureau, on n'a pas de conseil d'administration parce que c'est surtout dans des associations très importantes, et là, comme on est une vingtaine, ça demande un bureau, c'est suffisant. Donc avec un président, vice-président, trésorier, secrétaire général, des adjoints et puis des membres du bureau. Nous avons la composition normale. Vous pouvez nous dire quelques noms éventuellement de présidents? Oui, bien sûr. Nous avons, je vais vous les rappeler là. J'ai comme vice-président M. Bob, Henri Bob, qui est le président du Souvenir français. J'avais le président de la FNACA, mais quand il change, on est obligé de changer aussi. On ne peut pas les garder s'ils ne sont plus présidents. Donc il y a eu quand même des changements. On avait donc Claude Giraud, président de la FNACA, qui était le trésorier et qui, lui, n'est plus président. Donc je fais une assemblée générale la semaine prochaine, le 15 octobre, avec M. Virilli, qui est donc notre délégué aux anciens combattants, et on va reformer le bureau. Voilà, donc je suis la présidente, M. Bob, le vice-président. Nous avons M. Soulet, donc qui est membre du bureau. Nous avons donc ce sera M. Chapier qui remplacera M. Giraud, donc de la FNACA. J'ai aussi M. Régis Doignon, là, qui est le président de l'UNSOR. J'ai M. J'avais monsieur aussi, mais là c'est changé également. J'avais le président de l'Union nationale du personnel de la gendarmerie en retraite. Et maintenant c'est monsieur Joël Cochet. Je vais faire sa connaissance la semaine prochaine, voilà, puisqu'il a changé. Et puis on avait également Guy Riffet, l'UNCAFN, et c'est maintenant monsieur Jean-Louis Flore qui le remplace. Alors, je vous dis, on va recomposer un peu le bureau avec tous ces présidents, quoi. J'espère qu'il y aura des bonnes volontés pour travailler, parce que pour le moment, on est un peu en transit, là, et ma foi, je fais un peu tout. Hein,
Je fais la secrétaire, je fais la trésorière, je fais la présidente, enfin voilà. Bon, je pense que les bonnes volontés vont arriver. Oui, il y en a, mais j'espère qu'ils vont pouvoir travailler un petit peu, quoi. Mais Bien. je compte sur eux. Concernant Rhin et Danube, on peut avoir quelques informations sur cette association dont vous vous occupez, qui vous tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur, bien sûr, parce que ce sont des anciens de la première armée française. Et souvent, on confond, parce qu'on parle, surtout ici, en Provence, puisqu'il y a eu le débarquement du 15 août 1944, et qui était quand même ce qu'on appelait l'armée d'Afrique. Et c'est ce que je dis toujours, parce que dernièrement, j'avais le conseil d'administration de la Fondation Maréchal de Lattre. Et donc, dans cette association, il y a des personnes, des anciens, bien sûr, mais il n'y a plus guère. Et nous avons des personnes de bonne volonté, donc qui en font partie, mais qui souvent ignorent un peu ce qu'est exactement la première armée française. Parce que le maréchal de Lattre était donc c'est lui qui commandait la première armée française, mais cette armée a été constituée depuis l'armée d'Afrique qui a débarqué en Provence. C'est-à-dire cette armée d'Afrique, c'est pas seulement les autochtones, c'est pas seulement les indigènes qui étaient en Afrique là-bas. Elle était composée des pieds noirs aussi, il y avait donc les indigènes, mais il y avait également tous ceux qui s'étaient engagés en France métropolitaine en 41, tout de suite après 40, pour ne pas rester sous l'occupation, ils ont préféré s'engager. Et comme c'était nos colonies, c'était notre armée qui était là-bas en Afrique du Nord, ils ont été affectés là-bas. Et si bien qu'au débarquement des Américains en novembre 42, cette première armée, donc, après, a formé l'armée d'Afrique pour ensuite continuer, débarquer là-bas en Sicile, en Italie, et puis débarquer en Provence, donc le 15 août 1944. Ensuite, ils sont remontés la vallée du Rhône. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque 3 semaines après, ils se trouvaient là-bas en Franche-Comté, à Besançon. Le 6 septembre, on a formé ce qu'on a appelé l'amalgame, c'est-à-dire cette armée qui venait d'Afrique, avec ceux qui se sont engagés, qui étaient restés en France. Les résistants, des engagés volontaires, qui sont engagés dans l'armée. Et on a formé la première armée française, voilà, pour continuer la bataille jusqu'à la victoire là, du juillet 45. Et là, ça a duré quand même 6 mois. Parce que depuis le début septembre, moi, je me suis engagée là, à ce moment-là aussi. Et je me suis trouvée au 2e bureau du 1er corps d'armée, qui était commandé, parce que la première armée avait 2 corps d'armée. Le 1er corps d'armée que commandait le général Bétoir, et le 2e corps d'armée que commandait le général de Montsabert. Et moi, j'étais affectée au 2e bureau de l'état-major du général Bétoir, donc du 1er corps d'armée. Mais ensuite, on m'a nommée pour faire partie du poste de commandement avancé, du PCA. C'est-à-dire qu'il y avait une délégation de l'état-major. On était à peu près 80 personnes, la délégation, pour être toujours en avant, voilà quoi. Et après, voilà, la victoire qui a été signée, la capitulation de l'Allemagne, qui a été signée le 8 mai donc à Berlin, et c'était le maréchal de Lattre qui représentait la France. Voilà ce que je peux dire de la première armée. Évidemment, ça a été dur, hein, tous les combats de Franche-Comté, les Vosges, l'Alsace, ensuite passage du Rhin, l'Allemagne. On a subi quand même beaucoup de pertes, et ma foi, cette association donc, de Rhin-Danube est née donc de cette première armée française. Oui. Les projets, pour le moment, je voudrais bien remettre ce comité de coordination, justement, là, sur des rails solides, avec un bon comité, pour que tout se passe bien à Salon. Je ne vais pas me plaindre de tous les présidents ça se passe très bien, très gentil, mais il y a si vous voulez, il faut qu'on prenne des dispositions, donc avec la mairie, pour que les cérémonies se passent le mieux possible, quoi. Voilà.
Tiens. Et puis autrement, j'ai toujours l'ANAI, on a beaucoup d'activités. Tous les ans d'ailleurs, on est très bien reçus à la base, hein, on fait une journée à la base. Et puis on a des activités, il y a des sorties. Prochainement, on va à Fréjus, comme tous les ans, parce qu'il y a un beau mémorial là-bas avec des anciens d'Indochine. Et je crois qu'on va inaugurer aussi, il y a une salle, je ne sais plus trop laquelle, puisque c'est tout nouveau, je ne sais pas encore bien. Et on va là-bas, on va aller au début novembre avec l'ANAI, on prend un car à Aix, plan départemental, on va là-bas. Voilà. Et on fait également la fête du Tête. Et en 2010, puisque c'est au début de l'année, hein, le Tête, c'est le jour de l'an chinois, vietnamien, et tous les ans, donc on fait toute une fête avec le dragon, avec beaucoup de choses. Et cette année, alors, c'est-à-dire en 2010, là, au mois de janvier, le 31 janvier, on fait donc la fête du Tête au Pasino d'Aix-en-Provence, avec un déjeuner spectacle. Voilà. Donc c'est le spectacle qui sera, on va changer un peu, qui sera un peu cabaret, mais avec un déjeuner baguette. Voilà, et là c'est quand même important parce qu'on est au moins 500. Alors ça c'est là, on fait beaucoup de choses comme ça, on faisait le loto, on fait des sorties. D'accord, ça fédère et ça peut éventuellement susciter une dynamique. Oui, bien sûr, ça fait une émulation, hein, quand on fait quelque chose là. On montre un peu qu'on n'est pas... Parce qu'il ne faut pas se contenter, se cantonner hein, dans toujours faire la même chose. Il faut un petit peu sortir de ça et trouver tout de même... parce que ça lasse. Et si on fait toujours pareil, toujours, ça ne motive pas. Donc je pense... moi, dans les cérémonies, comme je dis, je l'ai fait le 8 mai, pour la première armée, je l'ai fait le 8 juin pour l'Indochine. Dire en plus du discours traditionnel, et comme le 8 mai, c'est toujours l'ordre numéro 9 du maréchal de Lattre, mais faire une page d'histoire. Et ça intéresse les gens. Il y en a qui me disent on a appris quelque chose avec vous. Et je pense que ça, c'est une chose un peu à faire d'une façon plus régulière, voilà. Changer, quoi. Absolument. Change de cadrage. Voilà. L'association de Rhin-Danube, forcément, moi je me suis trouvée en Normandie, là-bas, et j'étais donc présidente de cette association, et en même temps au Conseil national, et j'ai organisé le congrès national de Rhin-Danube en 1977, là-bas à Rouen. Mais c'était très important à l'époque. J'avais 1000 personnes pendant 3 jours, plus la prolongation sur les plages de débarquement. Et c'était quand même très très important, évidemment. Cette association donc, a été dissoute sur le plan national je crois qu'il y a 2 ans, 2-3 ans même. Et c'est le Souvenir français qui a pris une part du siège social de Rhin-Danube, mais on a gardé quand même la possibilité de recréer des associations départementales et locales. C'est ce qu'on a fait dans les Bouches-du-Rhône, là. Et nous sommes encore, tout de même, chez le département, environ 300. Et moi, j'ai le comité donc, de salon, où on n'est plus guère, hein. Il n'y en a plus qu'une douzaine d'adhérents, quoi. Mais enfin, ils sont toujours... très motivé, disons. Même notre porte-drapeau qui a 87 ans, qui est formidable, Lagier. Oui. Et ils ne sont plus en très très bonne forme, enfin le drapeau non plus. Mais l'esprit est là. L'esprit est là et c'est quelque chose de très, disons, très agréable parce qu'il y a un bon état d'esprit. Voilà. Oui, c'est comme les anciennes Indochine, voilà. L'ANAI, c'est pareil. Ce sont aussi des volontaires qui se sont engagés. Et il y a un excellent esprit dans cette association. Vous voyez, c'est un plaisir de travailler dans ces conditions-là. Parce
Parce que malheureusement, il y a certaines associations. Mais maintenant, ça change. Vous savez, c'est un peu... D'abord, il y a des reins Danube qui se sont engagés, puisque le maréchal de Lattre est parti là-bas en Indochine. D'ailleurs, il a fait un très bon travail en 1951. Malheureusement, son fils a été tué là-bas et lui, il est décédé en janvier 52. Donc, par la suite, c'était autre chose. Mais ça, c'est toute l'histoire qui s'est terminée, d'ailleurs, par Dien Bien Phu, quoi. Il y a eu beaucoup d'erreurs commises, on a un petit peu oublié, on a été un petit peu lâchés, disons, mais ça, c'est un petit peu, ce serait trop long à parler. Moi, l'association... Indochine, les anciennes Indochines, c'est quelle année exactement à peu près, la fourchette? Vous savez, il y en a qui étaient déjà depuis longtemps, mais la guerre d'Indochine, là, ça s'est terminé en 1954 à Dien Bien Phu. On a donc perdu l'Indochine à ce moment-là, voilà. Mais il y a eu énormément... Il y a eu la guerre, c'est surtout le coup de force des Japonais du 9 mars 1945, où ils sont venus donc en Indochine, ils ont fait un coup de force, il y a eu des horreurs, c'était épouvantable. Quand on parle de torture, il y en a dans toutes les guerres, mais il y en a qui sont un petit peu plus terribles que d'autres, et là, c'était horrible. Et c'est ce qui a déclenché un peu les guerres d'Indochine, en 1945. D'accord, merci. Alors Nadia, votre parcours, est-ce qu'on peut en parler un peu, s'il vous plaît? C'est un grand parcours? Oui, bien sûr, parce que ce serait un petit peu long. En 5-6 minutes, avec grande trame. Oui, bien sûr. Vous savez, là, j'ai mes coordonnées, comme je fais, un résumé, parce que c'est pas exhaustif forcément. Bon, moi, je suis née là-bas à Lons-le-Saunier, dans le Jura. C'est un département, donc, en 40, qui a été coupé en deux par la ligne de démarcation, et puis qui était quand même près de la Suisse. Donc, on avait les passeurs, et puis la montagne du Jura qui se prêtait bien pour les maquis. Et je crois que je peux dire que la résistance est née déjà en 40. Vous savez, dès qu'on a compris après le 10 mai qu'on avait perdu la guerre, il y a beaucoup de Jurassiens qui se sont mis en résistance déjà. Bon, moi j'étais quand même adolescente à l'époque, mais pendant ces 4 ans j'ai connu beaucoup de résistants, j'ai essayé de les aider, dans des petites démarches, et puis surtout, malheureusement, en 4 ans, vous savez, les vrais résistants, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Il y a toujours, c'était une période d'ailleurs tellement dangereuse, parce qu'il y avait des règlements de compte, il y avait des dénonciations, c'est comme tout le monde, je pense, a entendu parler de cette période. Ils ont tous, mes camarades, je crois que j'en ai plus qu'un, qui a écrit d'ailleurs un livre là-bas dans le Jura, qui s'appelle Robert Masson, qui a écrit un livre pour parler justement, parce que le Jura a été le département le plus touché de France, pour toutes les horreurs, tout ce qu'on a vu. Et ma ville natale, Lons-le-Saunier, à la Légion d'honneur de la Résistance. Et moi, personnellement, donc j'ai essayé, 2 fois, j'ai failli être arrêtée, mais enfin, je m'en suis assez bien sortie, parce qu'il y avait à Lons-le-Saunier un champion cycliste qui était d'origine italienne et qui était très ami avec un autre champion cycliste, mais qui était plus local, celui-ci, que l'autre avait été champion de France après. Et étant italien, je me suis trouvée avec lui au moment où la Gestapo est venue, et je pense que c'est un peu grâce à ça que j'ai pas été gardée par la Gestapo. Mais par la suite, comme tous ces camarades ont été arrêtés, il y avait une maman qui était tellement triste, elle me dit si je pouvais faire quelque chose. J'avais 16 ans,
Et je suis quand même allée me rendre à la Gestapo pour essayer de les sauver. Alors là, bien sûr, où je vois que le film de Lucie Aubrac n'est pas juste, c'est du roman, parce que on ne pouvait pas voir les prisonniers, ils étaient tellement dans un tel état que c'était pas possible. Alors, le chef de la Gestapo, que j'ai vu, me dit, écoutez mademoiselle, je vous donne l'autorisation d'aller à la prison, leur porter des linges de corps de rechange. C'était tellement mal en point. Et j'ai obtenu quand même, j'ai obtenu ça, c'est tout. Mais après, ben, ils ont été mitraillés, torturés, mitraillés, voilà quoi. Alors, ce parcours de la résistance, après, je me suis engagée, donc j'avais 19 ans, je me suis engagée dans la première armée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, j'ai continué la lutte dans l'armée jusqu'à ma démobilisation que j'ai demandée, parce que je suis repartie après avec le général Butor en Autriche. En Allemagne, nous étions dans le pays de Bâle, là-bas, la forêt noire, et où il y avait, c'était assez dangereux parce qu'il y avait des SS qui se cachaient dans la forêt noire, bardés de grenades, ils se cachaient parce que comme ils étaient tatoués, ils ne pouvaient pas rester. Mais j'ai vu des choses atroces, ce serait trop long évidemment, mais on a libéré les camps. Quand on avait des SS, on livrait les SS à ceux qu'on libérait, qui retrouvaient des forces pour les battre à mort, enfin des horreurs. Voilà. Mais par la suite, le général Butor a pris le commandement en chef des troupes d'occupation en Autriche, et donc je l'ai suivi là-bas, à Innsbruck, où je suis donc restée. J'ai demandé ma démobilisation parce que l'après-guerre, l'après 8 mai, disons, le climat n'était plus le même. C'était la fête, on organisait des fêtes, on a fait venir des femmes de France pour s'occuper d'organiser des fêtes. On les appelait des astos, assimilés spéciaux pour les territoires occupés. Et avec tout ce que j'avais connu, je ne me suis pas sentie de rester en occupation dans ces conditions-là. Alors, j'ai demandé ma démobilisation. J'ai été démobilisée le 31 octobre 1945. Voilà. Bien.